Bonjour, donc moi c'est Pascal, je m'occupe de tout ce qui est SAV chez A4 et on va aborder aujourd'hui les réglages et principes d'impression sur nos machines, sur nos imprimantes 3D. Donc le principe de la formation, on va travailler sur une machine, sur notre box. Je ne sais pas si tout le monde a des up, enfin vous allez voir, c'est un peu le même principe pour toute machine. Donc on va plus aborder la théorie des réglages qu'une machine en particulier. Donc nous, on a pris ce modèle-là en exemple parce que c'est celle qui se décline le plus, mais les principes resteront les mêmes pour toutes les machines. Donc, on va se caler sur le slide. Il y avait une première partie. Et voilà. Donc, alors, l'impression 3D. Donc, enfin, tout le monde, je pense que tout le monde connaît le principe de l'impression 3D. Donc, on vient déposer successivement par couche le filament fondu. Donc, la buse va venir déposer une couche par une couche pour monter notre pièce en 3D. Alors, pour qu'on se comprenne tous pendant la formation, on va faire un peu de vocabulaire. Donc, tout le monde ne dit pas la même chose enfin, pas les mêmes termes sur l'impression 3D. Je vais rapprocher ça, on va avoir besoin. Clac. Donc, alors, à droite, on a notre machine. Donc là, c'est une plus 2. Donc, on a une tête d'extrusion, donc là où le filament est fondu, donc c'est la partie chaude de la machine. Donc, c'est une pièce qui s'entretient, qui se nettoie. Donc ça, on verra ça sur la fin. Et en dessous, on l'appelle le plateau martyr. Alors, plateau souple, plateau martyr, plateau chauffant, plateau souple. Il y a plein de déclinaisons. Nous, on va l'appeler là dans la formation le martyr. Et à gauche, on a la pièce imprimée. Alors la pièce imprimée, elle comporte plusieurs choses. Donc là sur le schéma, j'ai la même pièce dans la main. Je vais changer de caméra. Donc voilà. Donc pour qu'on dise tous la même chose, on a donc notre pièce imprimée, donc le résultat souhaité. Mais pour faire cette pièce, on a besoin de venir supporter la pièce pour pas qu'elle tombe, vu que c'est du filament qui est fondu, pas qu'elle tombe dans tous les sens. Donc on a notre pièce imprimée, on a après les supports qui viennent supporter la pièce. Alors là, on a fait exprès de l'imprimer en biais pour avoir beaucoup de supports pour vous faire voir ce que c'est qu'un support. Donc vous voyez, on a les supports. Et on a le raft. Alors, le raft, c'est la partie, c'est cette partie-là. Donc, en gros, le raft, sur la pièce, ça sera plus explicite. Donc, le raft, alors les gens l'appellent le radier, le raft, le radeau. C'est la partie plastique qui va venir supporter la pièce, qui va réégaliser le plateau pour avoir une pièce droite. Donc, ça sera le raft. Donc, ça, c'est très important. C'est la partie à observer quand on fait une impression pour pouvoir savoir si notre imprimante est bien réglée ou pas. Donc, voilà. Je peux changer de caméra. Hop. Donc, c'est un petit peu de vocabulaire. C'est voilà, si jamais vous vous perdez dans les termes, c'est pas très compliqué, mais c'est bien de le savoir. Alors, donc, l'extrusion. Donc là, c'est pareil, c'est le principe de fonctionnement. On verra après les extrudeurs à la fin, comment le nettoyer et comment s'en sortir pour déboucher un extrudeur. Alors, le principe, le filament est tourné par une roue dentée vers l'extrudeur qui, lui, fond la matière pour la déposer sur le plateau. Donc, vous voyez, sur la gauche, on a un extrudeur que l'on a démonté là. On a enlevé le carter. On a tout ce qui est en haut, ce qu'on appelle la partie froide. Donc, c'est tout ce qui est entraînement du filament. Donc, pour que le filament soit amené dans la partie chaude, on a une petite roue dentée ici qui va venir agripper le filament et le pousser dans la partie chaude. Donc, pourquoi partie chaude et partie froide? Donc là, ici, c'est pour fondre. Mais si on ne refroidit pas, à l'aide du petit radiateur qui est ici, le haut, le risque, c'est même l'erreur serait, en fin de compte, on aurait le filament qui deviendrait tout mou à l'extérieur et viendrait faire un bourrage un peu plus haut. Donc, sur toute machine existante, on aura toujours une partie chaude et une partie froide. Ça, c'est, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que le filament arrive rigide
pour être ensuite conduit dans l'extrudeur. Hop. Hop. Alors voilà. Donc, dans l'ordre, on va aborder les filaments. Hein, c'est une chose qui est quand même super importante. En général, c'est une cause courante d'échec. On va voir que les filaments se périment avec le temps, avec l'humidité, avec le soleil, et ainsi de suite. Et on va essayer de voir comment déterminer si un filament est bon ou pas. Ensuite, on va attaquer les réglages du plateau. Donc, le plateau de votre machine, il se règle et en hauteur par rapport à la buse, et aussi en parallélisme. Donc, deux choses qui sont très importantes qui font qu'une impression échoue ou non. Donc là, on ne va pas lire toute la page, mais en gros, une machine bien réglée, on regarde la première couche, donc notre radier, et on va pouvoir savoir si on aura des problèmes ou pas. Alors, les filaments. Donc, alors, dans l'ordre, ils sont périssables, ils absorbent beaucoup l'humidité. Alors, sa boîte du plastique, c'est assez important sur le PLA, par exemple. Donc, il va prendre l'humidité, il va gonfler, il va plus passer dans la tête d'extrusion, ou alors il va gonfler, après il va ressécher, il va devenir cassant, il va casser dans les gaines. Donc ça, c'est une chose qui arrive souvent, surtout sur le PLA. Donc voilà, il se dessèche et ne devient plus cassant. Alors, il se dégrade aussi à la lumière du jour, donc ça va les décolorer, mais ça va aussi les rendre cassants. Donc j'ai pas d'exemple de filament cassant. Donc en fait, le truc, non, c'est pas celui-là. Donc en fait, il va être dans la gaine et puis avec une courbure, il va se mettre à casser dans tous les sens et on se retrouve avec un blocage d'impression. Alors, un filament dégradé ne peut pas donner d'impression correcte, même en jouant sur les paramètres. Voilà. Donc un filament dégradé, il va faire un certain diamètre à un moment, il va gonfler ensuite. Dès l'instant où on détermine que le filament est mort, quoi. Donc il ne faut pas tenter de faire des réglages, vous allez dans le mur. Alors, les solutions entre guillemets que vous pouvez appliquer, c'est qu'il faut les conserver dans une pièce tempérée. Alors ça n'aime pas le froid et ça n'aime pas l'humidité. Donc une boîte en plastique hermétique, pas transparente. Voilà, il faut les conserver si possible à l'abri de la lumière et il ne faut pas les conserver plus de 2 ans. Alors, il n'y a pas de règle stricte, mais on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans, un filament, même gardé dans une boîte à l'abri de la lumière, eh ben, il se dessèche, il devient cassant. Donc voilà. Donc pour vous dire, n'essayez pas de faire du gros stock de filaments, ça ne servira pas à grand chose, surtout si on ouvre tous les filaments d'un coup pour changer de couleur. Ça, c'est pas très productif, parce que après, les filaments, du coup, ils seront plus utilisables. Alors, comme filament de référence, en cas de problème, soit prendre un filament constructeur neuf, donc ça, c'est conseillé, soit un filament qui fonctionnait très bien la veille sur la machine, bon, la veille ou la semaine d'avant. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des soucis, on va voir des capteurs d'écran, des photos d'impression avec du mauvais filament. Vous allez voir, on s'en aperçoit tout de suite. Attention, une chose importante, un filament qui donne de bons résultats sur une machine, sur une marque de machine, ne va pas forcément bien fonctionner sur une autre marque. Chaque marque a ses profils de température propres. Et sur une machine TierTime, on va chauffer à 210. Sur une Flashforge, on va chauffer à 200, par exemple. Donc, c'est pas parce que ça marche bien sur l'une que ça va bien marcher sur l'autre dès le départ. Donc, voilà. Alors, bon, là, on le fera après, mais donc, on va charger le filament dans la machine, on va bien le paramétrer, et puis, on fera tout ça après en manip. Alors, hop. Donc, voilà. Donc, comment savoir si son filament est déjà propre ou s'il est en fin de vie? Donc, le filament doit sortir lisse et régulier. Diamètre, bref. Donc, alors, à gauche, on a un filament qui sort bien extrudé. Vous voyez, il fait un fil droit. Il va venir s'écraser sur le plateau.
Alors qu'à gauche, on a un filament extrudé irrégulier. Donc, on a soit un mauvais paramétrage de machine, soit un filament périmé, ou soit un extrudant encrassé. Il y a plein de causes qui peuvent faire que le filament sorte comme la capture de droite. Donc, voilà, il faudra déterminer ça. Mettez en cause, comme sur la capture, là, mettez en cause d'abord le filament, et si vous en avez un autre, changez-le et regardez ce qui se passe. Si ça fait la même chose, on cherche plus loin. Voilà, donc ce que je vous disais, on avait des vieux, nous, ici, des vieux filaments, et vous voyez sur les captures d'écran, donc là, sur la photo de gauche, on a fait une impression qui tire les fils sur un cylindre. Et donc voilà, donc l'impression en vert, pas de problème, le filament était tout neuf. Et sur l'impression en bleu, là, sur la droite de la photo, vous voyez, bah, les fils se cassent et s'étirent mal. Donc on a l'impression a marché, mais on a une impression très moche. La même chose sur la photo de droite, là, on avait un filament encore plus vieux et on voit vraiment le fil n'arrive pas à se tendre. Donc voilà. Voilà, donc là c'était le filament. On va passer à tout ce qui est réglage machine. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le filament? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque grosse partie de la formation, on va faire un petit. Si vous avez des questions, on va les faire en fin de chapitre. Ça sera plus facile que d'avoir des questions tout le long. Donc, si quelqu'un a des questions sur les filaments, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la suite. Hop. Là. Non, pas de question. Bah, écoutez, on va continuer. Alors, les réglages du plateau. Donc, c'est l'observation du dépôt de la première couche. Donc, notre fameux radeau radier qui va être imprimé, qui va déterminer si les réglages sont bons ou pas. Donc, hop, j'ai des exemples ici. Alors, je vais passer sur la petite caméra. Hop là. Donc voilà. Alors, je vous remets peut-être en arrière pour pas vous troubler. Hop. Alors voilà, ce qui est important sur une machine, pour savoir si elle est bien réglée, c'est savoir si sa première couche est à la bonne hauteur par rapport, la buse par rapport au plateau est à la bonne hauteur. Donc là, sur l'exemple que l'on a ici, alors de haut en bas, on a fait des impressions de plus en plus éloignées du plateau. Donc vous voyez, sur la toute première, la buse était trop près du plateau et ça a fait qu'elle dépose le filament sur le plateau et elle vient, en fin de compte, ne pas déposer le filament sur le plateau. Donc ça, c'est le cas le plus embêtant, on va dire, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est que la matière ne pouvant pas sortir, la petite roue dentée, elle va forcer sur le filament, sur la partie froide, et on va sur un blocage de la tête d'extrusion. Donc là, il va falloir tout démonter et nettoyer la petite roue dentée. Ensuite, à ce niveau-là, alors, vous voyez, là, c'est encore un peu trop près, c'est écrasé. Donc là, le risque, c'est blocage d'extrusion où ça peut peut-être fonctionner, mais on aura des supports très durs à enlever. Sur celle-ci, on bien regarder, voilà, sur la 123.8. Donc là, on a, vous voyez, dans la première couche, on a quelque chose de pas trop écrasé. Ça, c'est correct. En dessous, hop, c'est correct aussi, mais ça commence à être un peu limite, ce qui pourrait nous donner après, par la suite, une buse trop haute qui viendrait nous décoller les couches. Donc ça, c'est le deuxième cas de panne. Là, le problème, c'est que votre pièce va se décoller et elle va venir en échec. Donc soit on va vous faire une impression de ce style, donc en travaillant la machine, la pièce va se décoller et elle va venir imprimer toujours au même endroit et la pièce ne sera pas au code.
Et dans le pire des cas, si la pièce se décolle, on va se retrouver avec la pièce qui a été commencée, la pièce qui se décolle du plateau et voilà la fin d'impression qui peut se passer. Donc, ça, c'est le réglage de hauteur et de parallélisme qui font que ce genre de panne. Alors, là, on a fait des petits schémas. Donc, sur le parallélisme, regardez bien la buse. Il faut qu'elle soit toujours à peu près à la même distance du plateau sur les 4 points de votre plateau. Donc, ça, on va le faire en manip. Voilà. Donc, il faut qu'on ait toujours quasiment la même hauteur, parce que la même hauteur, c'est impossible, c'est les réglages mécaniques. Donc, il faut qu'on ait à peu près la même hauteur aux 4 coins du plateau pour pouvoir avoir un parallélisme correct. Ensuite, on a la hauteur. Donc, la hauteur, elle vient pour le dépôt de la première couche pour être à la bonne hauteur pour que le filament s'accroche bien au plateau, mais pour que aussi, si c'est trop haut ou trop bas, pour éviter le décollement de pièces ou le blocage de la tête d'impression. Voilà. Donc, le parallélisme du plateau. On commence par ça. Alors, ça, c'est une partie c'est la partie la plus intéressante. Une fois qu'on a compris le parallélisme du plateau, tout le reste, ça va être très simple. Il faut juste avoir le bon déroulé pour le réglage. Et après, tout rentre dans l'ordre. Alors, là, ce qu'on va faire, on va travailler sur la machine. On va se servir, nous, de Studio. Hop. Comme ça, on le fera en direct. Alors, dans le studio, après, je ne sais pas si tout le monde a des machines TierTime, mais dans le studio, ça sera ici. Sur les machines Dremel, ça sera directement la machine qui vous dira de régler. Sur les FlashForge, c'est pareil, c'est la machine qui bip et qui vous dit qu'elle est mal réglée. Nous, ici, on va dans calibration et on se retrouve avec ce panneau. Donc, alors, que je vous explique. Alors, on a ici 9 points. Hop, c'est les 9 points que va venir palper la machine quand elle va faire son auto-level. Donc là, vous voyez, on a des valeurs comprises entre 0 au minimum et 0,26 au maximum. Les petites touches, ça, on s'en servira après. Ici, on a la hauteur totale de l'axe Z. Donc là, ça sera pour le réglage de hauteur. Donc, sur notre machine, on a soit la fonction auto-level automatique ou soit la détection de hauteur automatique. Mais il y a toujours un mais. La fonction auto-level ne sera bonne que si les valeurs entre le point le plus bas, donc 0,0, et le point le plus haut ne dépassent pas 0,7. Au-delà, le plateau est trop en pente et la machine n'arrive pas à compenser électroniquement le réglage. Donc, le principe pour faire le réglage, c'est d'abord de lancer un auto-level. On lance auto-level, on récupère, donc ça va nous récupérer toutes les petites valeurs que vous voyez ici. Hop. Et ensuite, on détermine si notre parallélisme est bon ou pas. Donc là, actuellement, il est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va tricher. Moi, je vais dérégler ma machine. Hop. Je fais une bonne quinzaine de tours. Et on va lancer un auto-level. Alors, je vais mettre la caméra devant la machine. Hop. Donc, je lance mon auto-level. Donc là, j'ai déréglé ma machine. Donc, théoriquement, on devrait avoir des valeurs complètement incohérentes. Donc, à ce niveau-là, il y a un petit capteur qui vient de se baisser et il vient palper le plateau. Donc, il va palper une fois, 2 fois, 3 fois, ou 9 fois en tout. C'est une manip qui est assez longue. Enfin, longue, c'est toujours long quand on est devant. Alors, j'ai une question sur notre 300. Quand on lance la fonction initialise. Non, ça ne fait pas d'auto-level. L'initialisation sur une machine, c'est pour que la machine trouve ses points zéro. Donc, en fait, elle vient descendre en bas à son point zéro. Comme ça, elle sait où elle est. Elle vient taper à gauche et au fond pour pouvoir partir de son point, de ses 3 points zéro. Donc, la fonction auto-level n'est pas à faire à chaque impression. C'est quand on voit que la machine, que les pièces se décollent ou que ça tient mal sur le plateau. On fait un contrôle auto-level.
Donc, selon les machines, c'est plus ou moins long. Ouais, je vous conseille de le faire. Hein. Si vous venez de la recevoir, alors sur le Web 300, vous pouvez le lancer directement depuis le tableau de bord. Mais il faut le faire. Hein, enfin, à chaque transport, à chaque changement de, je sais pas si vous changez votre machine de salle par exemple, que la machine est bougée de son point où elle était. Moi, je vous conseille de faire un auto-level à chaque fois. Ouais. Donc là, on a bientôt fini. Donc là, elle est venue juste contrôler ces points. Donc normalement, on devrait avoir une valeur complètement fausse. Et ce qui nous permet justement avec Pseudo de contrôler ces valeurs. Donc ça c'est bien, c'est qu'on peut voir où le plateau penche. Dernier point. Et après, ce qu'il va faire, il va venir faire un réglage d'auteur. Alors sur la fonction auto-level, sur les tire time, maintenant il fait l'auto-level et après il fait dans la foulée le réglage d'auteur automatique. Hop. Et donc il vient se placer au centre. Il nous dit de mettre. Alors, le message, please insert the nozzle detection card, calibrate the nozzle height. Donc là, il vous demande de mettre soit, alors ça dépend des machines, soit vous avez une carte pour le calibrage, soit vous avez pour le 300 cet appareil là, le beeper. Si vous ne l'avez plus, c'est pas forcément très grave. Vous prenez une feuille de papier pliée en 4, ça fait très bien l'affaire. Ou une carte de fidélité en plastique type carte de crédit, et il n'y aura pas de souci. Donc là, je place sous la buse mon petit beeper et je fais monter le plateau. Donc, je devrais avoir un bip. Voilà. Donc là, je fais OK. La machine nous demande quel plateau on utilise. Donc, nous, ce sera un plateau perforé. On fait confirme et on regarde nos valeurs. Donc, tout à l'heure, j'ai déréglé ma machine et nos valeurs ont changé. Donc, ce qui est important dans le réglage du parallélisme, quand on fait un contrôle, c'est de voir, de trouver le point le plus bas et le point le plus haut. Donc là, mon point le plus bas, il y aura toujours un point 0. Hein. Il sera ici. Alors, le point 0 est important, c'est de là d'où on va partir pour notre réglage. Donc, on a 0 sur le point numéro 7, mais sur le point numéro 3, c'est là où j'ai déréglé, j'ai fait plein de tours de vis, on a 1,32. Donc là, la machine, on peut la laisser comme ça, mais on aura un échec à chaque impression. Les pièces vont se décoller ou elles seront pas alignées. Enfin, le constructeur lui donne 0,7. Moi, je préfère dire 0,6 même. Donc, en général, un bon réglage, c'est entre 0 et 0,40. Et là, on est bien. Donc là, voilà, on se retrouve avec un plateau qui est complètement déréglé. Alors, pourquoi ? Parce que des fois, quand on enlève ces pièces, on les enlève sans enlever le plateau. Ça, c'est une erreur, parce qu'en fin de compte, on vient appuyer et on vient dérégler les vis. Parce que quelqu'un a touché aux petites vis de réglage de la machine. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc, les vis de réglage, elles sont là. 2 et 2 derrière. Il y a plein de raisons. La machine en état de marche, quand elle imprime, ça vibre, et ainsi de suite. Donc, il y aura forcément un jour ou l'autre un auto-level à faire. Alors, ce n'est pas une manie qui est à faire toutes les semaines. Hein. Si une machine ne bouge pas trop et est bien réglée, 1 à 2 fois par an et ça suffit amplement. Alors, on va commencer notre procédure. Donc, je vais reprendre le petit slide. Tac. Donc là, on vous disait, voilà, donc là, c'est le constructeur qui dit 0,7. Moi, je préfère dire 0,6, même parce que 0,7, c'est vraiment la limite. Donc, donc c'est ce qu'on a fait. On a lancé notre auto-level et on se retrouve avec nos points complètement déréglés. Donc, le nivellement, donc on va régler manuellement notre plateau. On va essayer d'obtenir une valeur proche de 0. Alors, sur toutes les machines, on a donc les fameuses vis de réglage. Donc, vous voyez sur les captures, là, c'est toujours des vis molletées comme ça. Donc, il y a des machines à 3 vis, il y a des machines à 4 vis. Donc, selon la machine que l'on a, on va régler sur 3 points ou sur 4 points. Nous, cette machine-là, c'est une à 4 vis, donc on va régler les 4 points de notre plateau. Hop. Donc, on repasse sur Studio. Voilà. Donc, le but,
Sur le 300, les vis de réglage sur tout le plateau. Alors ça, pour ces questions-là, on verra ça à la fin pour les plateaux. Mais oui, elles sont au même endroit sur la 300, les vis de réglage. Alors, on va commencer. Donc, je vais me prendre ma petite feuille. Alors, moi, je prends toujours une petite feuille ou autre, parce que j'ai plus de sensibilité. Bon, on va prendre le beeper. Donc, voilà. Alors, le principe, là, on sait où est notre point le plus le proche du 0, donc c'est le 7. Donc, on va cliquer sur le 7. Et vous voyez, la machine se déplace au point numéro 7. D'accord? On va descendre notre plateau. Hop. Et on va venir y mettre notre petit beeper. D'accord? Ouais, non, je vais plus vous mettre une feuille. Ça va plus explicite. Et ça, on verra mieux le résultat. Donc, on vient y glisser. Alors, moi, j'utilise une feuille, comme ça, vous voyez, on peut bien bouger la feuille. Je prends une feuille de A4 pliée en deux. Donc, je viens monter mon plateau. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, ma feuille elle bouge toujours, mais en fait, si je la tire sans mettre de pression, elle sort. Donc voilà, ma buse touche la feuille et vient frotter sur le plateau. Donc là, on va pouvoir commencer notre réglage à partir du point 0. Une chose à faire sur UpStudio ici, c'est de remettre toutes les valeurs à 0. Sinon, on va faire un réglage sur une valeur de 1,32 et on va être hors cote. Donc, on fait un reset, on met tout à 0. Et on dit tout à l'heure qu'on faisait le réglage sur les 4 points du plateau. Donc, on va prendre les 4 points les plus loin, donc le 7, le 1, le 3 et le 9. Donc là, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Donc, je vais sur mon point numéro 1 et j'essaie de glisser ma feuille. Donc là, elle glisse, mais elle n'est pas retenue. Je déplace la caméra, attention. Hop. Est-ce qu'on voit bien? Donc, vous voyez, là, ma feuille fait ce qu'elle veut. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que la vis de réglage est à ce niveau-là. On va venir tourner cette vis jusqu'à temps. Hop. Jusqu'à temps que la feuille se retrouve à venir lécher la buse. Hop, voilà. Donc là, voilà. Donc là, je touche comme il faut. Je vais ensuite, donc là, on a fait le point numéro 1, on va au point numéro 3. Et le point numéro 3, est-ce qu'on va voir? C'est le point que j'ai déréglé tout à l'heure manuellement. Donc là, on pourrait passer une dizaine de feuilles, quoi. Là, il y a un jeu. Là, on ne voit pas très bien la caméra, mais il y a bien plus d'un oui, comme c'est indiqué, plus d'un millimètre de jeu. Donc c'est pareil, on vient tourner la vis. Donc là, j'ai fait une quinzaine de tours, donc je peux y aller. Voilà. Hop. Voilà, donc là, j'ai une légère pression. Je vais au point numéro 9. J'ai fait le réglage. Voilà. Hop. Donc voilà. Alors, en général, on fait toujours 2 tours pour. On fait toujours 2 tours de réglage. Alors, c'est possible de passer caméra sur l'écran principal.
Non, mais tu peux agrandir la fenêtre. En fait, en haut de la fenêtre, là, il y a affiché tout le monde. Et tu mets juste les caméras actives et tu mets en plein écran la caméra. Geoffrey. Donc, voilà. Donc là, on a fait un tour. Moi, je fais toujours un deuxième tour parce que si c'est vraiment trop déréglé, en fait, vu qu'on joue, on joue sur un parallélisme, ça dérègle. Hein, enfin, voilà, le plateau se remet droit. Donc, les réglages peuvent bouger un peu. Donc, je contrôle mon point numéro 7. Et normalement, voilà, il me demande un petit peu de serrage. Hop, comme ça. Voilà. Mon point 1. Mon point 3. Du coup, il est bien. Et mon point 9. Mon point 9, il est trop serré. Voilà. Donc, moi, je fais 2 tours. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, faites un 3e tour. Ça dure une petite minute. Donc là, on a refait le réglage manuel. Donc, ce qu'on va faire, on va relancer un auto-level et on va voir les valeurs que nous ressort Up Studio. Donc, tout à l'heure, on avait 0.7 et 1.52, je crois, au point numéro 3. Donc, si on a fait correctement notre boulot, on devrait avoir des valeurs beaucoup plus basses. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ça dure 3-4 minutes. Soupe magnétique, verre. Alors le verre, je suis pas fan parce qu'il faut mettre de la colle dessus, ça se décolle assez fréquemment. Soupe magnétique, c'est sympa parce que du coup, on arrive bien à décoller les pièces et ils sont vraiment très performants, les souples magnétiques. Nous, sur les hubs, c'est des plateaux perforés, donc ça, c'est assez rare. Donc, c'est pareil, le filament s'ancre dans le plateau et du coup, on a moins de phénomènes de décollement. Ouais, le souple magnétique est très bien et le perforé de chez Tertem est très bien aussi. Voilà, à choisir, moi, je le prendrai dans ces choses-là. Alors, je sais que sur les Ultimakers, c'est du verre. Là, il faut mettre de la colle. Et puis, en général, sur les Ultimaker, on fait du PLA. Et dès qu'on passe sur l'ABS, ça commence à devenir compliqué. Il faut vraiment avoir une machine réglée tip-top. Il y a encore quelques points et puis après, on pourra voir. Ouais, vous avez le choix. Et, sur le 300, les plateaux se retournent. Donc, soit on peut faire sur du verre. Donc, en fait, on pourra lui dire de ne pas faire de radier. Donc, de directement imprimer la pièce sur le verre. C'est pour avoir un tas de surface lisse sur la première face. Moi, en fait, les plateaux verts, c'était sur les premières machines parce que on n'avait pas toutes ces nouvelles technologies. Voilà. Sur votre top 300, il y a un plateau perforé. Si vous débutez, je vous conseille vivement de prendre le perforé. Après, il y a un plateau avec un revêtement noir lisse. Donc, c'est pareil, c'est pour s'abstenir du radier.
C'est au choix. Alors le radier, c'est pas, il ne sert pas qu'à poser la pièce. En fait, le radier, lui, par rapport aux valeurs que remonte l'auto-level, il va mettre plus ou moins de matière à gauche ou à droite. En fait, il va remettre à plat le plateau. Et il est réversible, oui. Oui. Quel plateau? Le perforé, Alors, si c'est le souple, faut faire attention, c'est super fragile. Si vous mettez de la colle dessus à l'eau chaude, donc parce on a souvent des bâtonnets de colle là, en bâton, donc à l'eau chaude. Sinon à l'alcool. Après, pas de matière agressive type acétone ou autre. Là, on va tout fond et ça va pas le faire. Alors, en général, le plateau souple, il est rarement sale. Hein. C'est vraiment justement, tiens, si le réglage de hauteur était trop près du plateau, là, on va venir vraiment coller dans le plateau souple. Mais en général, si la machine est bien réglée, on bouge le plateau et la pièce se décolle toute seule. Ok, bientôt fini. Et on va pouvoir aller voir nos valeurs. C'est un peu. Voilà. Hop. Ok. Donc, perforé. Donc voilà. Alors, du coup, nos valeurs ont changé. Hein. Donc maintenant, notre point le plus proche du 0, il y aura toujours un 0. Donc notre point 6 est à 0. Et notre point le plus haut, vous voyez, c'est le point numéro 4, il est à 0,32. Alors, les plateaux tout plateau ne sont jamais droits, surtout dans les souples et dans les perforés comme ça. Le vert, c'est moins sensible. Mais du coup, l'auto-level va compenser tout ça. Donc là, on a bien 0 au plus bas et 0,32 au plus haut. Donc là, on peut lancer, une impression, on sait que le plateau est droit. Donc voilà. Sur le parallélisme, c'est terminé. C'est important ce réglage parce que c'est quand même une grosse cause d'échec, il y a beaucoup d'incompréhension sur le réglage du plateau. Donc de bien déterminer, de savoir si son plateau est droit, et aussi de se dire que au-delà de 0,7, la compensation elle marchera plus quoi. Donc c'est un réglage qui est super important et qui vous évitera des échecs d'impression qui sont en général dus à un défaut de parallélisme. Hein. La hauteur moins parce que c'est quelque chose de plus facile à régler. Mais voilà, un bon réglage de plateau. Nous, souvent, les machines qu'on rentre en SAV ici, ce que font les gens, ils tournent à fond les vis de réglage, là, les petites vis molletées que l'on a là, pour mettre le plateau au plus bas. En fait, la machine est complètement déréglée. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le réglage de l'auto-level parallélisme? Non, il n'y en a pas. Eh ben, on va continuer. Alors, donc là, on a fait. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ouais, en fait, c'est sur une des machines, j'ai un problème de leveling sensor error. J'en ai deux. J'en ai une, c'est la Up plus 2, un peu ancienne, mais voilà. Et après, j'ai une Up 300. La Up 300, ça a l'air de marcher, mais la Up plus 2, elle me dit, quand je fais l'auto-level, il me dit leveling sensor error. Et pareil pour la hauteur? Et quand je fais le nozzle detect, du coup, non, ça marche, ça a l'air de marcher. Ah, quoique, en fait, il n'arrive pas à s'arrêter. D'accord. Alors ça, il faudrait, si c'est une plus 2, il faudrait vérifier. Oui, c'est un câble jack à 3 pôles. Au niveau de la machine, ouais, c'est un câble jack. Ouais, il faut, au niveau de la machine, il s'enfonce mal dans la machine. Il faut vraiment qu'il soit vraiment au bout. Il y a un petit cran. Donc ça, vérifier ça en premier. Parce que si ça le fait sur les deux, c'est sûrement qu'il est mal enclenché. D'accord? Ok. Ouais, je regarde. Merci.
Donc voilà. Donc là, c'était le parallélisme. Écoutez, on va passer au réglage de hauteur. Donc, vous allez voir, le réglage de hauteur, c'est super facile. Donc la machine, elle a un petit capteur de hauteur qui se trouve. Je vais vous faire voir la caméra. Alors, voilà. Hop là. Il se trouve ici. Donc, ce que va faire la machine, elle va venir taper dans le petit contacteur et après, elle va vous demander de calibrer, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait avec la petite carte, sur le plateau. Alors, ça, c'est un réglage automatisé, mais c'est une chose que l'on pourrait très bien faire aussi manuellement. Je vais vous faire les deux options. On ne va pas forcément trouver les mêmes valeurs à chaque fois parce que c'est de la sensibilité par rapport à une feuille ou autre. Donc là, je vais lancer la séquence détection de hauteur, donc nozzle detect. Là, actuellement, ma machine elle est réglée pour imprimer sur un axe Z de 206,05. On l'a réglé normalement, il est bon. Donc, on lui fait nozzle detect. On ne voit pas que la barre. Voilà. Hop. Donc, il vient taper le petit contacteur, donc il va doucement, c'est normal. Et ensuite, il vient au milieu et là, le logiciel vous demande de mettre votre carte de calibration ou votre beeper. Moi, je préfère prendre la feuille, parce que comme ça, tout le monde voit ce qui se passe. Donc, en fait, là, ici, il vous demande soit de monter le plateau, soit de le descendre. Donc, là, en général, il y a toujours une petite marge. Donc, ça sera toujours up jusqu'à temps qu'on ait une petite résistance sur la feuille. Donc, si j'avais pris le beeper, donc ça c'est pour le 300 par exemple, voilà, je faisais move up, et au bip, paf, je lui dis OK. Vous voyez, il m'a changé un peu la valeur de 106,25. Donc ça, c'était le réglage de hauteur automatique. Après, si on veut le faire manuellement, bah, tout simplement, on vient placer sa tête au milieu. Ouais, ça se met là. Et même principe. On vient là. Et voilà. On vient lui faire le réglage. Donc, c'est tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'était le réglage de hauteur. Hop, on se remet sur le diapo. Donc ça, tout ça, on l'a fait. C'était le réglage manuel. Donc, ce qu'on disait, supérieur, donc il faut faire un réglage. Voilà. Donc, la hauteur du plateau, donc voilà. La hauteur du plateau. Donc, si le plateau n'est pas à la bonne hauteur par rapport à la buse, deux échecs d'impression sont possibles. Votre buse est trop haute, comme sur l'image de gauche. Le filament n'adhère pas au plateau et l'impression va se décrocher. Donc, on va avoir... je vais me remettre sur la grosse caméra. Tac. Donc, on va avoir voilà, une pièce qui se décolle. Votre buse, par contre, est trop proche du plateau. Le filament n'arrive pas ou sort difficilement de la tête d'extrusion. Le résultat est le blocage de la tête d'extrusion. Donc, ce qui va se passer, là, on va en démonter une. Ce qui va se passer, c'est que le filament va bourrer dans la tête et plus rien va sortir de notre extrudeur. Donc, dans les deux cas, il faudra faire un réglage de hauteur. Le réglage de hauteur, c'est ce qu'on a fait là, il y a la partie d'avant. Enfin, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça, on peut le lancer assez rapidement. Donc, bien garder en tête, je remets la petite caméra, bien garder en tête, c'est du visuel, hein. Donc, bien garder en tête que si on a ce genre de phénomène ici, là, de première couche comme celle-ci, il faut absolument faire un réglage de hauteur. Donc, celle-ci est bonne, mais les deux du haut, vous voyez l'écrasement, alors que celle-ci, bah, vous voyez, elle est, on voit bien l'espèce de boudin que fait le filament. Donc ça, voilà. Ça, c'est malheureusement, il n'y a pas de règle, c'est vraiment du visuel. C'est pour ça qu'on vous dit de
d'observer la première couche qui est la couche la plus importante. Hop là, donc là c'est ce qu'on a fait, un réglage de hauteur, et voilà. Alors, donc là on a fait nos réglages, donc tout est bien, mais on a eu un problème d'extrusion, donc notre tête est bouchée. Ou c'est pareil, hein, il est bien aussi de le faire sur une fois de temps en temps, de nettoyer cette trou dentée. Alors ce qu'on va faire, parce que moi là ici j'ai une tête, mais on va démonter la mienne. Parce qu'en fin de compte, ça se fait, on n'est pas obligé de tout démonter, ça se fait très bien dans la machine. Alors, je vais juste remettre la petite caméra. Je vais essayer de bien la positionner pour que tout le monde le voit. Voilà. Donc là, on a notre tête d'impression qui est bouchée. Donc, plus rien ne passe, donc on va être obligé de la démonter pour nettoyer notre fameuse petite trou dentée. Alors, on ne va pas se servir du PowerPoint, puisque nous, on va le faire en direct. Clac. On ferme tout ça. Hein, sur le plateau. Hop là. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'extraire le filament. Donc, on va lui lancer un withdraw. Alors, moi, j'ai pas mis le filament, on le remettra après. Donc, voilà. On va simuler. OK, donc on sort le filament, on l'enlève. Et à partir de là, en fin de compte, le principe, pour toute machine, hein, que ce soit une Up plus 2, une Up 300, une Flash Forge, il y a toujours une roue dentée, donc il y a toujours un moyen de démonter. Hein, ils ont fait ça pour que ce soit accessible. C'est toujours le même principe. Là, sur cette machine-là, on va retirer le carter. Donc, on débranche la machine. Hein, paf. Alors, on n'a plus trop de lumière, est-ce qu'on va voir? Ouais, ça devrait le faire. Sinon, je vais rallumer. Non. Alors, on a sur le dessus 2 ventilateurs à débrancher. Je vais en profiter. Je vais vous faire un sur la tête. Donc, on a les ventilateurs à débrancher. Ensuite, là sur la box, c'est sur glissière. Donc, on vient secouer un petit peu, on tire et on enlève le carter. D'accord? Alors, tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé de partie froide. Donc, toute cette partie-là, le radiateur et la partie chaude. Donc, la petite roue dentée, elle se trouve derrière ce module. Je vais prendre ma clé. Évidemment, le frappé. Alors. Je ne sais pas si on va bien voir, peut-être pas sur la tête. Donc, on va le faire en gros plan, parce que là, on verra. Je ne pourrais pas mettre la caméra. Donc, voilà, on se retrouve comme ceci. D'accord? Donc là, elles sont déjà enlevées. Donc, on enlève les 2 petites vis à l'aide des outils qui sont fournis avec la machine. On vient retirer le petit carter. Donc, dedans, il y a un petit roulement de guide. Et on a notre fameuse roue dentée. Alors, est-ce que ça va faire un focus? Non. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un blocage d'extrusion, la roue dentée, elle tourne tout le temps. Elle va toujours tourner. Et ce qui va se passer, c'est vu que ça va être bloqué en bas, ça ne sort pas, elle va venir arracher des petits morceaux de plastique du filament. Elle va venir le rogner. Et tous ces petits morceaux de plastique vont venir se coincer dans les dents. Donc, ce qui va se produire, c'est que ça va agir après comme un pneu lisse. Donc, la roue dentée va patiner sur le filament
et il sera mal entraîné ou il ne sera pas entraîné du tout. Alors, quand on a une roue dentée sale, le phénomène, des fois, il vient retardement. C'est-à-dire que au début, ça va bien marcher, et puis arrivé au bout d'une heure et demie d'impression, ça va commencer à mettre moins de filaments, puis on a une impression très sale ou moche. Parce que la chaleur, ça chauffe quand même, hein, ça remonte un peu, et ça va faire gonfler le filament qui est coincé dans la roue dentée, et ça va venir glisser à retardement, on va dire. Donc cette roue dentée-là, il faut faire très attention parce que c'est un métal qui est assez fragile. Donc surtout pas de brosse métallique, évitez. Nous, ce qu'on prend, on prend soit une bombe à air, soit une brosse soit une brosse à dents, et on vient frotter ici. D'accord? Si jamais ça n'arrive pas à se décoller, vous prenez une petite aiguille ou une petite lame de cutter et vous venez la passer entre les dents, mais faites attention de ne pas faire des brêchures sur la roue dentée. La roue dentée ne se change pas, hein. Si ça a changé, c'est le moteur complet avec la roue dentée qui est sorti dessus. Donc voilà. Donc une fois qu'on a terminé, on remet son petit carter. Hop. D'accord? On remet les deux vis. Alors, ne serrez pas trop fort, hein, c'est du plastique, ça peut casser. Et on vient remettre notre carter en glissière. Voilà. Et l'opération est terminée. Je remonte sur la mienne. Hop. On y va doucement. De toute façon, ça coulisse sur du plastique sur plastique, donc pas sur rail. Hop. On met bien le petit ventilateur et on a terminé. Donc là, on peut rallumer sa machine et extruder du filament. Donc si on reprend le PowerPoint, donc là, on disait de retirer le filament. Là, on avait fait ça pour démonter la tête. Bon, après, vous voyez, ça se fait très bien en laissant la tête sur la machine. Donc, débrancher les ventilateurs, tirer le carter. Vous le secouez un peu, hein, c'est la première fois, il est un peu collé. On enlève les deux petites vis, on nettoie la roue dentée, et puis on remonte tout. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur la tête? Non, pas de questions? Ok, donc une chose importante, on a mis ça à la fin et je pense que c'est assez important parce que tout le monde est tenté de le faire. Souvent, on est tenté de démonter la buse en se disant que la machine est bouchée, donc c'est par la buse. Il est très rare que la buse soit à l'origine d'un bouchon, sauf qu'à l'extrême où elle est restée à tourner 8 heures sans filament, et donc ça a charbonné dedans. Donc on démonte pas, enfin la buse se démonte. Donc la buse, cette partie-là. Ah, si je fais sur la caméra. Hop. Donc la buse, c'est cette partie-là. Donc cette buse-là, elle va être toujours, bon, celle-ci est propre, hein, mais elle sera toujours noircie ou sale, donc ça c'est normal. Hein, y a de la matière qui se colle dessus. Si vous voulez nettoyer, vous faites chauffer sur le profil ABS. Vous mettez surtout des gants hein, pour pas vous brûler. Vous prenez un chiffon mouillé et on vient nettoyer la buse comme ça. Donc c'est pas parce qu'elle est sale qu'elle est bouchée. Hop. Et donc voilà. Donc là, je vais vous faire des exemples parce que en fin de compte, une buse, ça se démonte jamais. Enfin, il y a une manière de la démonter et si on ne respecte pas l'ordre, eh ben on casse l'extrudeur. Donc voilà. À ne pas démonter inutilement. Elle est toujours obstruée par du plastique, donc parce que on vient fondre du filament. Ce qui reste dans l'extrudeur, lui, il va refroidir et puis il va durcir. Donc, ça fait office de colle, quoi, en fin de compte. Et elle est noircie à l'extérieur. Donc, vous voyez, on a la petite capture, là, c'est souvent, on a une buse dans cet état-là. Voilà. Donc là, pour nettoyer la buse, chiffon, coton, humide, à chaud, et ça la nettoie. Alors après, il y a des gens qui laissent tremper dans l'acétone.
2-3 mois, et puis release du four pour la décrasser, voilà, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Hein. C'est pas une buse propre, attendre 2-3 mois dans de l'acétone, c'est pas terrible. Et après, selon la matière que l'on fait, ça va plus ou moins se décoller. Donc, notre démontage de buse. Donc, alors la buse se démonte toujours à chaud. Donc, on fait chauffer sa machine. On va dans Up Studio, clac. Je vais remettre. Hop. Je l'avais éteinte. Voilà. On va dans l'onglet maintenance et on lui fait extraire. Donc, ça va chauffer. Et là, la buse va chauffer. Alors, attention, un démontage de buse, toujours avec les gants qui sont fournis. Hein. Ça va chauffer à 210 degrés. Donc, mettez les gants et il y a la clé après, la clé à pied pour démonter. Alors, toujours à chaud, toujours en retenant le cœur de chauffe avec une pince si ça force un tant soit peu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le cœur de chauffe, c'est toute la partie qui est là. Voilà, c'est ça le cœur de chauffe. Donc, pour démonter la buse, si je mets ma clé et que je tourne et qu'elle est vraiment bloquée, j'ai un risque de tordre le cœur de chauffe. Et si on tord le cœur de chauffe, alors vous voyez, voilà, sur tous les extrudeurs, enfin n'importe quelle marque même, on a toujours ce petit vide. C'est justement c'est pour pas que la chaleur remonte trop vite le long du tuyau. Donc là, si c'est bloqué, hop, on va tordre et une fois que c'est vrillé ou tordu, l'extrudeur est foutu, quoi. Hop, et voilà, on a fait des petites captures d'écran. Donc voilà, comment casser le cœur de chauffe? Donc c'est très simple, il suffit de tenter de démonter la buse à froid ou simplement de forcer en la dévissant. Et c'est pareil en la vissant, faut faire attention, faut pas la visser trop fort. Hop. Donc là ici sur la photo de gauche, on voit qu'il est tordu. Donc ce qui va se passer, c'est que le filament va venir, bon ça va chauffer, hein, ça va pousser, sauf que ici il y aura un frein et on a de fortes chances qu'il y ait des bourrages d'extrusion et que le filament ne s'écoule plus. On va vriller, sinon sur la photo du milieu, on va vriller l'extrudeur. Donc là c'est pareil, ça va faire une spirale et le filament va mal couler, donc ça va bloquer. Ou alors ce qui arrive le plus fréquemment, c'est on le casse en deux. Donc là, il n'y a pas de solution que de le changer. Donc attention au démontage de la buse, à ne faire que vraiment si la machine est bloquée et toujours à chaud. D'accord? Et voilà. Donc on a terminé sur la formation. Ouais, j'étais un peu, je ne sais pas si j'étais trop rapide ou pas. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc je pense que tout le monde a compris le sens du réglage du parallélisme et de hauteur. Sur une machine 3D, voilà, en entretien, on n'a que ça, on n'a pas grand-chose. Il faut juste maîtriser le parallélisme qui est vraiment très important. Après, on a des pannes comme sur toute machine, mais voilà. Les problèmes d'impression sont souvent liés aux trois points que l'on a vus. Donc, voilà. Moi, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions. Merci à vous. Hein. Ouais, il n'y a pas de quoi. Si vous avez des questions autres que les réglages, n'hésitez pas. Là, on peut se laisser une vingtaine de minutes. Si vous voulez aborder d'autres points. Non, c'est pour moi une première fois. C'est tout. Je voulais savoir. Merci. Merci. Moi, j'ai une petite question. Ludovic Longfort. Oui. Comme je disais, en fait, j'en ai deux. J'ai une Up 300 et le problème, c'est que j'ai eu un petit souci, c'est qu'il lançait les impressions et en fait, ça se décollait automatiquement. Mais je pense que c'est peut-être une question de réglage. Donc, j'ai suivi la procédure pour que tout soit carré et tout. J'avais aussi la plaque parce que j'avais perforé une plaque perforée, mais je la mettais du côté avec le verre et peut-être aussi que ça jouait en mettant de la colle, ça n'a pas tenu. Ça, ouais. Bah, vous pouvez, hein, mais il faut y mettre de la colle. Et puis, pour avoir c'est souvent cause d'échec. Ok. Si vous commencez par le plateau perforé, après, si vous vous sentez d'imprimer sans le fameux radeau, vous pourrez tenter après. Mais je vais tourner. Je n'étais pas sûr que je pouvais le faire sur l'autre côté. Et ensuite, j'ai un souci, c'est que je lance les impressions. Donc après, j'ai toute une page qui apparaît, la print setting, que je connais pas. Donc je lance au hasard, mais
Là, la machine, elle lance rien du tout. J'ai fait comment dire, une extrusion pour voir si ça marche. Voilà, cette phase-là, le infill, je vois pas à quoi ça correspond. D'accord. Après, le fitness, je le laisse à 0,1. Le refill, je n'y touche pas. J'ai mis turbo pour voir si ça peut aller plus vite. Ouais, alors Mais après, ça lance rien. Tout ça, si vous voulez, on peut le voir, parce qu'en plus, vous me parlez de turbo, et ça, pour avoir fait des tests, voilà, on verra. Allez, presetting. Ah, donc, tout est là. Donc, on va commencer par. Donc, on a le mode avancé, et on va commencer donc, par le classique. Donc, ici, c'est la hauteur de. D'accord? Non. Alors, on m'a touché la buse, là, j'imagine. Voilà. Hop, ça, c'est une petite blague. Voilà. Donc, votre machine, par défaut, elle est en 0,2. D'accord? Donc, ça sera la hauteur. Ça sera la hauteur des couches successives. Donc 0,2, ça fait un bon compromis. Enfin, c'est propre. C'est pas grossier, quoi. Après, si on veut vraiment faire quelque chose avec des détails ou des choses très fines, on passe en couche de 0,1. Donc voilà, on va baisser la hauteur de couche. Alors attention, en hauteur 0,2, si pour une pièce donnée, le logiciel vous dit 3 heures, si vous mettez en 0,1, il fera 6 heures. Ok. D'accord, hein, ça va doubler le temps. D'accord. Ensuite, l'infill. Alors ça, l'infill, je repasse sur la petite caméra. L'infill, voilà. L'infill, c'est le remplissage de la pièce. Ok. D'accord, pour pas gaspiller trop de matière, c'est la technique que l'on a pour rendre une pièce solide. Donc là, si on part de celui-ci, là, donc on a 99% de remplissage, donc on verra, c'est quasiment plein en fin de compte. Après, on arrive à 80, 65, 20, 15 et 13. Donc 15 pour des pièces classiques suffit amplement. Ça, ce que je vous ai montré, c'était ça, c'est du 20%. Ok, d'accord. D'accord. Ensuite, ici, on a le mode vase. Donc, le vase fermé et le vase plein. Voilà. Donc, si vous mettez en mode vase, on n'aura pas de remplissage à l'intérieur. Je sais pas, on voit c'est creux en fait dedans. Ok. Donc, ça, c'est mode remplissage. Alors là, il va pas fermer. Donc, si c'est un vase, il ne fermera pas le dessus. Par contre, là, si on met celui-ci, il va fermer le dessus et le dessous. Ouais, il va quand même essayer de se débrouiller avec. Après avoir le résultat. La qualité, donc normale, là ça va jouer sur les vitesses sur les accélérations et sur les températures. Donc nous, pour avoir fait l'essai pendant la période où on avait des visières, vous savez, pour le Covid, on s'était mis en turbo et on avait gagné une demi-heure sur une impression, sauf que en fin de compte, la machine elle allait trop vite et les couches n'étaient pas collées ensemble. D'accord, ok. Donc, moi, je m'y aventure plus. Ici, alors ça, c'est une vieille option qui n'a plus trop d'intérêt parce qu'on a les réglages automatiques. C'était la compensation, c'était une compensation de hauteur pour faire un réglage fin sur la hauteur. Ça, il faut le laisser à 0 parce que ça n'a plus d'intérêt. C'est resté pour les vieilles machines, ça, en fait. D'accord ? D'accord, très bien. Ouais. Ici, Unsolid Model. Donc, souvent, quand on travaille sous SketchUp, les volumes ne sont pas fermés. D'accord. Donc, le modèle 3D est en erreur. Et c'est coché par défaut, hein, celui-là, de toute façon. J'ai vu. Ouais. Ça, en fait, la machine va essayer de corriger le modèle pour fermer le volume. Alors, avec de plus ou moins bons résultats, quoi. Mais si c'est une petite erreur, ça ne se verra pas, quoi. Ensuite, ici, nos rafts, donc pas de radier. Là, ce fameux radier. Donc là, c'est si on veut imprimer sur la plaque de verre, par exemple. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ici, c'est décoché aussi. Là, c'est décoché par défaut. Donc, nos supports. Donc, en fin de compte, il va essayer d'imprimer sans les fameux supports. Donc, ça, risque et péril, quoi. Hein. Ouais, ça peut être compliqué. Voilà, ça peut être compliqué ou pas. Hein. Si on juge que la pièce passe sans support, on peut le faire. Hein. Et voilà. Et ensuite, on passe sur les avancées. On va commencer par le haut. Voilà. Alors, top and bottom. La pièce, elle commence toujours par les couches du bas.
Donc, le bottom, en fait, là, la machine, elle est réglée pour faire 3 couches. 3 couches pour la base. Donc, quoi qu'il arrive, elle fera 3 maillages. On peut le réduire ou mettre plus de couches. Ça rendra la pièce plus solide. Ok. D'accord. Ici, l'angle pour le top and bottom, c'est-à-dire que, si je vais m'exprimer, c'est qu'elle va considérer qu'arriver à 45 degrés, c'est plus du top ou du bottom. C'est la pièce, donc elle va commencer son impression. Ensuite, ici, c'est tous les réglages de support. D'accord. Donc là, ici, on a un truc qui s'appelle Roof Density. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, c'est les supports classiques. Vous voyez, ils sont gros, ils sont écartés. Ouais. Mais pour maintenir la pièce, il est obligé de faire quand même, vous voyez, une empreinte. Plus dense, ouais. Voilà. Donc ça, c'est le Roof Density. Donc là, il est arrivé sur 3 couches. Je ne sais pas si on va voir à l'épaisseur. Mais voilà, il y a 3 couches, il va faire 3 couches. On peut réduire ou mettre plus de couches sur là-dessus. Alors là, cette partie-là, la top and bottom et le support, c'est bien réglé par défaut. Après, c'est voilà. Enfin, en fonction de la pièce qu'on va faire, mais après ça, c'est au fur et à mesure qu'on évolue dans la modélisation. C'est des réglages de base et franchement, vous n'avez pas. Si toucher, c'est un peu. Ça serait que vous vous embêtez pour pas grand-chose. Donc là, l'angle à laquelle commencent les supports, donc arrivé à 30 degrés, il va mettre un support. Ici, le spacing, c'est l'espacement des supports. Ouais. C'est ça, c'est le spacing. Ok. Et la surface, la zone minimum en surface où il ne va pas mettre de support, en dessous de 3 mm carrés, et il ne mettra pas de support parce que la machine, elle est tout à fait capable de gérer sans support. D'accord, ok. D'accord. Ok, ouais, c'est nickel. Ok, ici, Stable Support, c'est des supports plus costauds pour les grandes pièces qui montent très en hauteur. J'ai pas de grande pièce là. On peut cette option-là. Alors attention, parce que si vous mettez cette option-là, il risque aussi de mal se décoller. Ah, ok. D'accord. Et en dessous, par contre, là, il y a des intéressantes. Cinewall. Alors, une imprimante, elle va imprimer la coque extérieure et elle va faire la coque intérieure. Ok. Je veux dire, donc, elle va faire un passage pour faire l'extérieur, donc pour faire notre extérieur. Mais par contre, l'intérieur, elle fait aussi une couche. En fait, c'est doublé. Il y a 2 couches toujours. D'accord. Ok. Des fois, quand on dessine, on fait des dessins avec des je sais pas, un mur. On va prendre l'exemple d'un mur qui va faire 0,8 mm. Quand vous allez lancer l'impression, en fait, vous n'allez pas voir apparaître votre pièce. C'est parce que c'est trop fin et il faut lui mettre Cinewall. Donc lui, il va simuler. Il ne vous fera pas forcément un 0,8, c'est impossible. Mais il va simuler. Il va quand même faire la pièce. Ok, d'accord. Ok. Ici, c'est le préchauffage du plateau. Donc la machine, quand elle part, quand vous lancez une impression, elle envoie la machine et elle va se mettre à chauffer tout de suite. Donc elle va faire chauffer sa tête d'impression et son plateau en même temps. Le plateau a beaucoup d'inertie à chauffer, donc lui, il ne va pas atteindre sa température adéquate au moment où elle va commencer. Donc, on peut lui mettre un préchauffage. Donc, préchauffage, c'est un quart d'heure, donc c'est assez long. En général, ça passe bien. Hein. On n'a pas besoin de mettre un préchauffage, sauf matière vraiment exotique, il y a besoin vraiment d'un plateau très chaud. Pour l'ABS, par exemple, le plateau, il monte à 80 degrés, je crois. Pour le démarrage, il n'y a pas besoin de faire de préchauffage. Ok, d'accord. Ensuite, ici, slip. Alors, c'est pas coché par défaut, c'est dommage, mais en fait, quand vous lancez une impression qui va durer, je sais pas, 12 heures, j'imagine que vous serez plus devant votre machine. Slip, ça va éteindre la machine. Ok. Hein, sinon, elle reste branchée comme ça en attente et c'est dommage quoi, pour les économies d'énergie, c'est dommage. Là, ici, celle-ci, celle-ci, je vous conseillerais de la cocher tout le temps, Easy to Peel. C'est une petite fonction qui vous fait des supports un peu plus fins
et qui sont faciles à dégrafer. Ouais, ok. D'accord. Et là, c'est celui-là et le. l'argent d'extrusion, ça marche avec le thin wall. En fait, on lui dit que mon mur il fait, vous voyez, 0,35, 0,40. Donc on lui indique à peu près ce que, donc, selon la valeur, il va changer si c'est coché ici. Hein. Ouais, il va ok. changer son mur. D'accord. Ouais, ok. Donc voilà pour le print setting. Ok, très bien. Bah, c'est parfait, merci. J'en ai lancé une et c'est passé sans coller le truc, donc c'est parfait. Ah, super. J'ai fait un truc très rapide et c'est passé. Merci beaucoup. Ok. Alors, Geoffrey, j'avais pas vu votre message. C'est fiable les impressions via le réseau? Oui, ça marche bien. Alors là, moi, le box, là, Geoffrey, on est en Wi-Fi, là. On est connecté en Wi-Fi, pas en USB. Donc, la machine marche très bien en Wi-Fi. Alors, il y a juste une petite chose en Wi-Fi. On perd la connexion parce qu'au-delà de 5 minutes sans action dans le logiciel, lui, il coupe la connexion Wi-Fi avec la machine. Mais sinon, en câble Ethernet, non, ça marche très bien. Hein. Ça marche très bien. Ça marche même, c'est même plus rapide parce qu'en fin de compte, le débit réseau est plus important que le débit USB de la carte mère de la machine. Donc, les impressions sont envoyées plus rapidement dans la machine. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, mais écoutez, moi j'ai terminé ma visio. Ouais, on a 3 extrudeurs sur le 300. Donc par défaut, on a l'extrudeur ABS dessus. Donc l'extrudeur ABS, lui, on peut faire de l'ABS, du PLA, on peut faire du PETG, etc. C'est un peu l'extrudeur universel. Donc tout passera dedans. Donc sur l'extrudeur, après je sais qu'ils ont changé leur coque. Voilà, sur l'extrudeur ABS, on a ce petit clapet. Donc quand on fait du PLA, on le met comme ça. Pardon. Quand on fait du PLA, on ferme. Et quand on fait de l'ABS, on souffle l'air sur l'extérieur. Voilà, ça, c'est la tête ABS. La tête PLA ne fera que du PLA, parce que dedans, c'est pas le même composant. Donc, il y a juste un tube qui change, et ce qui fait qu'il n'y a que le PLA qui passe. Donc, en général, le PLA passe très bien dans la tête ABS, il n'y a pas de souci. Et il y a une tête après marquée TPU. Ça, c'est pour tout ce qui est filament souple. Donc, c'est une tête spécifique, hein, parce que donc, le filament, lui, on a vu tout à l'heure la roue dentée. Sur le souple, il faut moins de pression et un plus gros roulement. Donc, ça sera la tête TPU. Donc, moi, je laisse toutes les machines que l'on a ici, on laisse la tête ABS. On met pas enfin, voilà. On va dire que la PLA fait une tête de dépannage. Pour les impressions en collège, l'ABS suffit amplement. Moi, je suis partagé. L'ABS, c'est plus compliqué à imprimer. On va dire que c'est plus énergivore. Bon, après, comme ça. L'ABS, l'ABS, la machine chauffe à 270 degrés et le plateau à 100 degrés. Le PLA, on chauffe à 210 et le plateau à 60. Donc, on a moins d'échecs d'impression avec du PLA qu'avec de l'ABS. Alors, je sais que les machines sont livrées avec une bobine d'ABS. C'est pour savoir qu'elles sont capables de faire de l'ABS. Mais si surtout en collège, si on débute dans l'impression 3D, moi, de passer sur du PLA, c'est plus sympa au début, c'est plus facile. Enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire comme pièce. Hein. Alors, l'ABS a des propriétés mécaniques plus importantes que le PLA. Il va être plus résistant au choc et ainsi de suite. Mais le PLA, enfin, il y a quand même une bonne résistance. Il est juste un peu plus sensible entre guillemets à la chaleur. On va dire que si on le laisse dans en plein soleil derrière une vitre à 50 degrés, il va pas fondre, mais il va peut-être se déformer un petit peu. Mais c'est vraiment dans des grosses chaleurs et encore c'est pas trop avéré, quoi.
Donc, voilà. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Le PLA, je sais que c'est brillant, les gens n'aiment pas trop. Enfin, c'est plus mat. Enfin, il y a plein de matières maintenant, c'est assez étoffé. Et si on débute, moi, je partirais sur du PLA. OK. Ok, bah écoutez, je vous remercie aussi d'être venu suite à la formation. Et puis, si y a le moins de soucis, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail à techno@acad.fr. On a, nous, des ressources là pour les démontages d'extrudeurs et ainsi de suite. Là, vous allez recevoir le PowerPoint qui va vous être envoyé, donc tout est dedans. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous, on répond à toutes les questions. Donc voilà. Bah, écoutez, merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.